Le 15 mai 1939, Ravensbrück a ouvert ses portes comme le premier et plus grand camp de concentration conçu spécifiquement pour les femmes dans le système nazi. Situé à 90 km au nord de Berlin, près du village de Fürstenberg, le camp a commencé à recevoir des prisonnières transférées depuis Lichtenburg, l'ancien camp féminin des SS, qui avait atteint sa capacité maximale. Dès le premier jour, les femmes allemandes qui sont arrivées pour travailler comme Aufseherinnen, gardiennes supervitrices, ont établi un régime de brutalité systématique qui définirait les 6 années suivantes. Parmi les premières gardiennes était Dorothea Binz, qui s'est portée volontaire pour un travail de cuisine en août 1939. Elle avait 19 ans, venait d'une famille de classe moyenne basse de Dusterlake, près de Templin, et n'avait fréquenté l'école que jusqu'à l'âge de 15 ans. En septembre 1939, à peine un mois après son arrivée, elle a été promue Aufseherin. Johanna Langefeld, qui avait précédemment travaillé à Lichtenburg, est arrivée à Ravensbrück en mai 1939 comme la première Oberaufseherin, la gardienne en chef. Langefeld avait 39 ans et avait grandi dans une famille nationaliste et luthérienne. Elle était devenue veuve jeune et sans emploi pendant des années avant de trouver du travail comme gardienne dans des institutions correctionnelles. À Ravensbrück, Langefeld a organisé la structure hiérarchique du personnel féminin, établi les procédures de punition et supervisé la formation des nouvelles gardiennes. Le système que Langefeld a mis en œuvre plaçait les gardiennes sous l'autorité formelle du Schutzhaftlagerführer masculin, le chef de la détention préventive du camp, mais dans la pratique quotidienne, les Aufseherinnen exerçaient un contrôle absolu sur les prisonnières. Elles supervisaient les décomptes matinaux et soiraux, dirigeaient les détachements de travail forcé, attribuaient les rations alimentaires, déterminaient les punitions et décidaient qui serait confiné dans le bloc de punition. Max Koegel, le premier commandant du camp qui a servi de mai 1939 à août 1942, a établi dès le début un régime de terreur. Il a créé un bloc de punition où les femmes étaient envoyées pour des infractions telles que des retards répétés, le fait de ne pas faire correctement leur lit, un refus d'obéir à un ordre ou des insultes envers le Führer. Les prisonnières condamnées à une détention aggravée étaient enfermées dans des cellules sombres sans matelas ni couverture, seulement un seau. Koegel décidait qui allait au bloc de punition sans consulter Langefeld. Le commandant encourageait activement la brutalité parmi ses gardiennes. Plusieurs gardiennes arrivées de Lichtenburg ont quitté durant ces premiers jours car elles étaient mécontentes des conditions extrêmes. Une gardienne a été licenciée spécifiquement pour avoir été jugée trop gentille avec les prisonnières. Ce licenciement a envoyé un message clair au reste du personnel féminin. La compassion ne serait pas tolérée. Pendant 1940 et 1941, Ravensbrück s'est rapidement étendue. La population du camp est passée de quelques milliers à plus de 10 000 prisonnières. Des femmes de toute l'Europe occupée par l'Allemagne arrivaient, des prisonnières politiques allemandes et autrichiennes, des membres de la résistance polonaise, des témoins de Jéhovah qui refusaient de servir le régime nazi, des Roms, des femmes classées comme asociales pour être des prostituées ou des sans-abri, et de plus en plus des femmes juives. Avec l'expansion du camp, d'autres gardiennes sont arrivées. Emma Zimmer a servi brièvement comme Oberaufseherin. Les jeunes femmes arrivant pour la formation provenaient principalement de classes ouvrières ou paysannes. Les salaires offerts étaient sensiblement supérieurs à ce qu'elles pouvaient gagner dans les usines, comme employées domestiques ou dans le travail agricole. Elles recevaient logement, nourriture, uniforme et avantages en tant qu'employées du Reich. Elles n'avaient pas à laver leur propre linge, nettoyer ni cuisiner, car les prisonnières étaient obligées de le faire pour elles. Certaines Aufseherinnen considéraient cela comme un luxe. Hertha Ehlert a déclaré dans son témoignage d'après-guerre « Eh bien, je veux être assez honnête, je n'ai jamais eu une vie aussi bonne qu'au début à Ravensbrück quand je suis arrivé. La formation à Ravensbrück était brève mais efficace. Les nouvelles recrues étaient entraînées à traiter les prisonnières avec un flot constant de langage grossier et de menaces, à les frapper au visage, à la tête et au corps avec des poings ou des matraques, à les botter avec leurs bottes ou à lâcher leurs chiens sur les prisonnières pour mordre leurs jambes. En franchissant les portes, ces nouvelles arrivantes regardaient avec horreur et incrédulité les charrettes de cadavres,
les formes émaciées accroupies autour du bloc cuisine et les fours crématoires fumants. Une prisonnière a remarqué comment il ne fallait que 4 jours pour qu'une nouvelle gardienne se transforme de personne ordinaire en quelqu'un capable de brutalité extrême. L'idéologie nazie était renforcée par des films de propagande comme Jude Sus, projeté pendant la période d'orientation. Les gardiennes apprenaient à ne pas voir les prisonnières comme des êtres humains, mais comme des sous-humains, comme des menaces raciales devant être éliminées ou exploitées. En 1942, des développements cruciaux se produisirent intensifiant la terreur à Ravensbrück. Cet été-là, Heinrich Himmler ordonna le début d'expériences médicales dans le camp. 74 prisonnières polonaises furent sélectionnées pour des chirurgies expérimentales supposément conçues pour développer des traitements pour les blessures de guerre. Le groupe de médecins responsables venait de l'hôpital de Hohenlichen, situé près de Ravensbrück. Le professeur Karl Gebhardt dirigeait l'équipe, assisté par les docteurs Fritz Fischer, Ludwig Stumpfegger et Hertha Oberhäuser. Oberhäuser, née le 15 mai 1911 à Cologne, était une dermatologue qui était venue volontairement à Ravensbrück pour travailler dans le camp. Elle voyait sa position comme son œuvre de vie. Les restrictions économiques causées par la guerre avaient entravé ses perspectives de carrière, et travailler pour les SS lui offrait une stabilité et un salaire qu'elle ne pourrait obtenir en établissant sa propre pratique privée. Les expériences avec les sulfamides commencèrent le 20 juillet 1942. Les opérations impliquaient de faire des incisions de 5 à 8 cm de long dans les jambes des victimes, infecter les blessures avec des cultures bactériennes mélangées avec du dextrose, insérer des objets étrangers comme du bois, du verre, des clous rouillés, de la saleté et de la sciure, puis refermer les plaies. Ensuite, il testait des traitements avec des sulfamides. Oberhäuser supervisait les soins post-opératoires qui consistaient fréquemment à prolonger la souffrance en leur refusant délibérément de la morphine alors qu'ils criaient de douleur. Une survivante, Isabella Reck, a déclaré qu'Oberhäuser avait d'abord promis de panser ses blessures et, en souriant, était sorti de la salle et n'est jamais revenu ce jour-là. Une autre victime a témoigné qu'Oberhäuser leur a dit elle-même qu'elle ne pouvait rien leur donner pour soulager leur douleur. Les prisonnières soumises à ces expériences furent surnommées les lapines de Ravensbrück. Une prisonnière nommée Lili Hunden se souvenait que si les femmes refusaient d'être expérimentées, elles étaient enfermées dans des bunkers et ensuite les opérations se faisaient par la force. Les expériences continuèrent jusqu'en septembre 1943. 5 des 74 femmes moururent comme résultat direct. 6 autres furent exécutées par la suite pour les réduire au silence, malgré les promesses que leur participation entraînerait une commutation de leur peine de mort. Barbara Pietrzyk survécut à 5 opérations différentes. Maria Kuzmierczuk survécut non seulement à l'expérience, mais aussi à Ravensbrück même, vivant pour témoigner à Nuremberg. En plus des expériences sur les sulfamides, les médecins conduisirent une seconde série pour observer la régénération osseuse, musculaire et nerveuse, et la possibilité de greffe. Également en 1942, Johanna Langfeld fut transférée temporairement à Auschwitz. Le camp de concentration d'Auschwitz avait ouvert une section féminine en mars 1942, initialement située dans le camp principal et par la suite déplacée à Birkenau en été 1942. Langfeld fut assignée comme Oberaufseherin du nouveau camp de femmes. Là, elle réalisait des sélections qui envoyaient tôt les prisonnières aux chambres à gaz. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, eut des conflits constants avec Langfeld. Lors d'une visite de Himmler le 18 juillet 1942, Langfeld tenta de lui parler pour inverser l'ordre qu'un homme supervise le camp de femmes. Höss admit après la guerre que Himmler rejeta absolument de changer l'ordre, insistant qu'il désirait un camp de femmes commandé par une femme. Ce même mois, le camp de femmes fut déplacé à Birkenau. Peu après, Langfeld souffrit d'une blessure au ménisque et alla se faire opérer au sanatorium SS de Hohenlichen. Pendant son séjour, elle rendit visite à Oswald Pohl, chef du bureau principal de l'administration et de l'économie des SS à Berlin, et le convainquit de la transférer de retour à Ravensbrück. En octobre 1942, Maria Mandl fut assignée à Auschwitz-Birkenau pour remplacer Langfeld. Mandl était née le 10 janvier 1912
à Münskirchen, Autriche-Hongrie, fille d'un cordonnier. Elle a dû quitter l'école le 20 juillet 1924 à l'âge de 12 ans pour aider à la ferme familiale. Après l'Anschluss en 1938, elle a déménagé à Munich. Le 15 octobre 1938, elle a rejoint le personnel du camp de Lichtenburg en tant qu'Aufseherin. Le 15 mai 1939, elle a été transférée avec d'autres gardiennes et prisonnières au camp de Ravensbrück, nouvellement inauguré. Elle a rapidement impressionné ses supérieurs. Après avoir rejoint le parti nazi le 1er avril 1941, elle a été élevée au rang de SS Oberaufseherin en avril 1942. À Auschwitz-Birkenau, Mandel a succédé à Langefeld en tant que SS Lagerführerin, commandant du camp des femmes, la position la plus élevée qu'une femme pouvait atteindre dans la hiérarchie du personnel du camp. Elle rapportait directement au commandant Rudolf Höss, qui pensait en bien d'elle. Le 27 mars 1944, Höss a organisé pour qu'elle reçoive un bonus de 100 Reichsmark en plus de son salaire mensuel. Mandel a également reçu le contrôle de tous les camps et sous-camps féminins d'Auschwitz, y compris Hindenburg, Lichtenwerden et Reiskow. En tant que femme, Mandel ne pouvait jamais dépasser un homme en grade, mais son contrôle sur les prisonnières féminines et ses subordonnées féminines était absolu. Elle participait personnellement aux sélections pour les chambres à gaz. Elle signait des listes de prisonnières les envoyant à la mort. Basée sur le nombre de listes qu'elle a signées, on estime qu'elle a été complice à la mort d'environ 500 000 prisonnières pendant son séjour à Birkenau. En 1943, le système des camps de concentration a connu une transformation massive, poussée par les besoins de la guerre totale. Le 18 février, le ministre de la propagande Joseph Goebbels a prononcé son discours au Sportpalast, déclarant la guerre totale contre les forces alliées. Cela signifiait la mobilisation de toute femme allemande apte pour l'effort de guerre. Les bureaux du travail ont commencé à assigner des femmes à diverses positions de guerre, y compris comme gardiennes de camps de concentration. En décembre 1942, la tranche d'âge pour recruter des gardiennes, qui était de 20 à 40 ans, a été élargie à 17 à 45 ans en raison de l'augmentation des tensions avec l'avancée des forces alliées et la perte de l'Oberkommando der Wehrmacht à la bataille de Stalingrad. Le besoin de gardiennes féminines dans les camps de concentration est devenu critique. Ravensbrück s'est consolidé comme le centre de formation principal pour toutes les Aufseherinnen du Reich. Environ 3500 femmes ont travaillé comme gardiennes de camps de concentration nazis entre 1939 et 1945 et toutes ont commencé leur formation à Ravensbrück. Beaucoup ont par la suite travaillé dans des camps d'extermination comme Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Majdanek et de nombreux sous-camps. Les SS annonçaient des postes, des travailleuses féminines en bonne santé sont recherchées entre 17 et 45 ans pour le service militaire. Certaines femmes arrivaient volontairement, attirées par les salaires. D'autres ont été assignées par des bureaux du travail. Johanna Langfeld a déclaré dans son témoignage qu'il y avait aussi des cas où des femmes ont été envoyées par un des bureaux du travail pour travailler comme gardiennes à Ravensbrück. Cela s'est produit plus fréquemment avec des femmes qui avaient refusé une ou même 2 fois d'accepter le travail qui leur avait été assigné, ce qui signifiait qu'elles seraient probablement arrêtées la prochaine fois qu'elles refuseraient d'accepter le travail assigné. À Ravensbrück même, 1943 a apporté des changements dans le leadership. Dorothea Binz a été promue officieusement Stellvertretende Oberaufseherin, garde principale adjointe, en juillet 1943. La promotion est devenue officielle en février 1944. Bien qu'elle travaillât sous des gardiennes de rang supérieur, Binz était connue comme la véritable étoile du camp. La garde principale était complètement éclipsée par son adjointe. En tant que membre du personnel de commandement, entre 1943 et 1945, Binz a dirigé la formation et a assigné des tâches à plus de 100 gardiennes féminines simultanément. Son abus était décrit comme implacable. Elle était connue pour surveiller les prisonnières les plus faibles ou les plus craintives, qu'elle couvrait ensuite de coups de fouet ou de poing. Des témoins ont témoigné que lorsqu'elle apparaissait sur l'Appelplatz, la place de rassemblement, le silence tombait. Elle tenait un fouet dans une main et la laisse de son berger allemand dans l'autre. À tout moment, elle pouvait donner des coups de pied à une femme jusqu'à la tuer,
ou la sélectionner pour exécution. Binns a formé certaines des gardiennes les plus cruelles du système, y compris Ruth Clausius. Clausius était connue comme l'une des gardiennes féminines les plus impitoyables. Une ancienne prisonnière française, Geneviève de Gaulle-Antoniose, a commenté après la guerre qu'elle avait vu Clausius trancher la gorge d'une détenue avec le bord aiguisé de sa pelle. Il est rapporté que Binns avait un petit ami dans le camp, le SS Obersturmführer, marié Edmund Breuning. Les deux se promenaient, soi-disant de façon romantique, autour du camp pour voir des femmes être fouettées, après quoi ils s'éloignaient en riant. En mars 1943, Irma Grese a été transférée de Ravensbrück à Auschwitz-Birkenau. Grese était née le 7 octobre 1923 à Wrechen. Elle avait commencé sa carrière comme gardienne à Ravensbrück en juillet 1942 à 19 ans. Son père était connu dans la communauté pour s'être opposé au parti nazi, mais Irma elle-même rejoignit le système avec enthousiasme. À Auschwitz, Grese monta rapidement en grade. Maria Mandl l'a promue au rang d'Oberoffizierin, superviseuse SS senior, à l'automne 1943. À seulement 20 ans, elle avait un contrôle quotidien sur environ 30 000 prisonnières, principalement des juives polonaises et hongroises. Elle était la deuxième gardienne féminine de plus haut rang à Auschwitz. Mandl donna à Grese le contrôle du camp des femmes hongroises à Birkenau. Grese participait activement aux sélections pour les chambres à gaz. Lorsque de nouveaux transports arrivaient, Grese était sur la rampe, décidant qui était jugé apte à travailler et qui serait envoyé directement aux chambres à gaz. Les survivants ont témoigné de sa brutalité spécifique. Elle utilisait un fouet fait de cellophane pour fouetter les prisonnières. Elle portait de lourdes bottes avec lesquelles elle donnait des coups de pied aux victimes. Elle lâchait des chiens sur les prisonnières épuisées. Selon un témoin lors de son éventuel procès, Grese tuait environ 30 prisonniers par jour. Elle avait une réputation particulière de cruauté envers les femmes qui conservaient encore une partie de leur beauté physique antérieure malgré la faim et les épreuves. Ces femmes devenaient des cibles particulières de son attention. Pendant les sélections, elle maniait son fouet avec libéralité, fouettant quiconque elle voulait. Les contorsions de douleur et le sang versé la faisaient sourire. Elisabeth Wolkenrath était également active à Auschwitz pendant cette période. Née le 5 septembre 1919 sous le nom de Elisabeth Mühlau à Schönow an der Katzbach, en Silésie, elle avait été une ouvrière non qualifiée lorsqu'elle s'est portée volontaire pour le service dans les camps de concentration. En octobre 1941, elle a commencé à travailler à Ravensbrück comme gardienne. En mars 1942, elle a été envoyée à Auschwitz, où elle a travaillé dans la même fonction. À Auschwitz, elle a rencontré le SS Rotenführer Heinz Wolkenrath, qui y travaillait depuis 1941 comme SS Blockführer. Le couple s'est marié en 1943. Wolkenrath participait aux sélections de prisonnières pour les chambres à gaz. En novembre 1944, elle a été promue Oberoffizierin, gardienne superviseure, pour toutes les sections du camp de prisonnières à Auschwitz. En avril 1943, Maria Mandl, avec le Hauptsturmführer Franz Hössler, a commencé à organiser l'orchestre féminin d'Auschwitz après avoir vu le succès des orchestres masculins dans le camp principal. Mandl a instruit les chefs de bloc et d'autres prisonnières assignés à des détails de travail interne pour recruter des prisonnières capables de jouer d'un instrument. Elle a sélectionné Zofia Tchaïkovska, qui avait été professeure de musique, comme première directrice de l'orchestre, en partie parce que son nom de famille sonnait comme Tchaïkovski. L'orchestre jouait à l'entrée de Birkenau pendant que les prisonnières sortaient et revenaient du travail. Il jouait également dans le bloc de l'hôpital et dans les douches. Des concerts avaient lieu pour les membres des SS chaque dimanche. Pendant la saison d'hiver, les membres de l'orchestre n'étaient pas obligés de rester dehors pour les contes et étaient donc comptés à l'intérieur de leur baraquement. Une prisonnière d'Auschwitz, Lucia Adelsberger, a décrit plus tard l'orchestre. Les femmes qui revenaient du travail épuisées devaient marcher au rythme de la musique. On ordonnait de la musique pour toutes les occasions, pour les discours des commandants du camp, pour les transports, et chaque fois que quelqu'un était pendu. La contradiction grotesque dans la personnalité de Mandl se manifestait dans son amour pour la musique classique, combinée à une cruauté extrême envers les prisonnières.
Les survivantes ont témoigné que Mandl prenait les enfants dans ses bras lorsqu'arrivaient des transports de l'Union soviétique, leur chantait des chansons, leur donnait des paquets de nourriture des morts et ensuite les envoyait dans les chambres à gaz après quelques jours. Elle les escortait personnellement certains. Elle allait aussi au bloc des enfants, les prenait sur ses genoux et leur donnait des paquets. Elle était capable de retirer un enfant de la file vers la chambre à gaz lorsqu'il s'avérait être musicien. La cruauté physique de Mandl était légendaire. Elle pouvait briser des mâchoires d'un seul coup. Elle frappait violemment les abdomens. De telles punitions pouvaient être infligées, par exemple pour avoir gardé la main dans la poche ou fumé une cigarette, pour s'être frotté le nez avec la main, pour avoir attaché un foulard de travers sur la tête ou parce qu'un foulard dépassait de la poche. Pratiquement, elle ne se séparait jamais de son fouet et de son bâton. Elle pouvait monter à vélo devant une file de plusieurs milliers de femmes et les frapper simultanément au visage. Mandl aimait être maîtresse de la vie et de la mort. Quand des groupes de femmes revenaient du travail, elles passaient par une sélection à la porte. Mandl tenait un bâton à une hauteur de 50 cm. Celles qui réussissaient à sauter par-dessus conservaient leur vie, tandis que celles qui ne le pouvaient pas étaient envoyées à la chambre à gaz. Une survivante a témoigné lors du procès éventuel de Mandl. L'accusé Mandl s'est approché de moi, m'a arraché mon fils et a jeté l'enfant sur un wagon encore vide, de sorte que l'enfant s'est blessé au visage et a commencé à pleurer et à m'appeler. Mais j'ai été séparé du groupe qui ne serait pas chargé dans les wagons. Lorsque j'ai essayé d'atteindre l'enfant en pleurs dans le wagon, Mandl a commencé à me frapper si cruellement que je suis tombé. Mandl a continué à me donner des coups de pied, même si j'étais allongé par terre, et elle m'a fait perdre presque toutes mes dents avec sa chaussure. En novembre 1944, Mandl a été décoré de la Croix du mérite de guerre de seconde classe pour ses services rendus. Vers cette période, elle a été assignée au sous-camp de Mühldorf du camp de concentration de Dachau. Et Elisabeth Volkenrath a été nommée chef de l'empire de camp d'Auschwitz, qui serait libéré à la fin de janvier 1945. Pendant ce temps, à Ravensbrück, les conditions se détérioraient dramatiquement à mesure que la population du camp augmentait considérablement. En janvier 1945, Ravensbrück et ses sous-camps abritaient plus de 45 000 prisonnières et plus de 5 000 prisonniers masculins. Le surpeuplement était extrême. Les rations alimentaires étaient encore réduites. Les maladies se propageaient sans contrôle. Le taux de mortalité augmenta drastiquement. Les prisonnières mouraient de typhus, de dysenterie, de famine, d'épuisement dû aux travaux forcés et d'exécutions directes. Les gardiennes continuaient à appliquer une brutalité systématique, même alors que le régime nazi s'effondrait autour d'elles. Le 27 janvier 1945, les forces soviétiques ont libéré Auschwitz. L'évacuation du camp avait commencé quelques jours auparavant. Le 18 janvier 1945, Irma Grese a été envoyée avec un transport de prisonnières d'Auschwitz à Ravensbrück. Son séjour là-bas serait bref, car le camp a dû être évacué début mars. Grese est partie avec un transport de prisonnières vers Bergen-Belsen. Là, elle travaillerait encore 2 mois comme Arbeitsdienstführerin, chef de service du travail, sous le commandant Joseph Kramer, avec qui elle aurait supposément eu une aventure. La population du camp de Bergen-Belsen avait augmenté à de nombreuses dizaines de milliers, atteignant finalement près de 90 000 durant la période où Grese est arrivé. Il était devenu un camp de regroupement pour les prisonniers évacués d'Auschwitz, Buchenwald et Ravensbrück. Le camp surpeuplé a également été frappé par une épidémie de typhus en raison des conditions abominables. Elisabeth Volkenrath a également été transférée à Bergen-Belsen lorsque Auschwitz a été évacué. Depuis février 1945, elle était Oberaufseherin à Bergen-Belsen. Maria Mandl a fui Mühldorf en mai 1945 vers les montagnes du sud de la Bavière, avec l'intention de retourner à son lieu de naissance Münzkirchen. Mais son père a refusé de l'aider à se cacher. Mandl a cherché refuge chez sa sœur dans ce qui était alors le territoire ukrainien. À Ravensbrück, les marches de la mort commencèrent au début du mois de mars 1945. Le 8 mars, les commandants SS transportèrent 2100 prisonniers masculins vers Sachsenhausen. À la fin du mois d'avril, environ 20 000 prisonnières furent forcées de marcher vers le nord du Mecklembourg. Les gardiennes SS
y compris beaucoup des plus brutales, accompagnaient les marches avec l'ordre de tirer sur quiconque traînait. Les femmes marchaient avec des vêtements inadéquats pour le climat de début de printemps, sans provision suffisante d'eau ou de nourriture, obligées de maintenir le rythme sur des kilomètres interminables. Celles qui tombaient étaient laissées pour mourir ou exécutées sur place. Les troupes soviétiques progressant interceptèrent la route de la marche et libérèrent les survivantes. À ce moment-là, beaucoup de gardiennes s'enfuirent, abandonnant leurs uniformes et se mélangeant avec les réfugiés civils allemands qui fuyaient également vers l'ouest. Dorothea Binz s'enfuit pendant les marches de la mort. Peu avant l'évacuation finale, les Allemands remirent plusieurs centaines de prisonnières, principalement de nationalité française, à des représentants de la Croix-Rouge suédoise et danoise. Cette évacuation humanitaire sauva leur vie. Le 29 avril, les gardes SS restants à Ravensbrück s'enfuirent du camp. Le 30 avril, l'avant-garde de l'armée soviétique arriva à Ravensbrück. Le 1er mai, les unités régulières apparurent et libérèrent officiellement les dernières prisonnières. Ils trouvèrent plus de 2000 hommes, femmes et enfants malades. Les soviétiques découvrirent des preuves des atrocités, des documents partiellement brûlés, des dossiers d'expérience médicale, des installations de chambres à gaz. Ils forcèrent la population locale du village de Fürstenberg à aider à nettoyer le camp et à enterrer les morts. Le camp fut transformé en un hôpital temporaire pour soigner les détenues restantes avant de devenir une base militaire soviétique. Le 15 avril 1945, les troupes britanniques de la 11e division blindée ont libéré Bergen-Belsen. Un envoyé allemand avait négocié une trêve localisée parce que le typhus s'était emparé du camp et il existait un danger que la maladie se propage au-delà de ses confins. Les Britanniques ont vérifié la véracité de cette déclaration et la zone a été déclarée zone neutre. Les soldats du 63e régiment anti-chars de l'artillerie royale ont été les premiers à entrer dans le camp de Belsen. Ce qu'ils ont trouvé est devenu l'emblème de l'horreur des camps de concentration nazis. Il y avait 10 000 cadavres non enterrés et 40 000 prisonniers malades et mourants, dont 28 000 sont morts par la suite après la libération, malgré les efforts médicaux. Irma Grese a été arrêtée le 15 avril 1945 à Bergen-Belsen, avec Joseph Kramer et d'autres gardes qui restaient. Les jours suivants, les forces britanniques ont obligé Grese, Kramer, Elisabeth Wolkenrath, Oana Bormann et d'autres gardiennes à aider à enterrer les milliers de cadavres. Des photographies montrent les gardiennes debout à côté de fosses communes, forcées de témoigner des conséquences d'années de négligence délibérée. Grese a été ensuite transférée à la prison de Celle près de Lüneburg pour attendre son procès. Elisabeth Wolkenrath a également été arrêtée à Bergen-Belsen en avril 1945. Oana Bormann, connue comme la femme avec les chiens pour avoir lâché ses grands chiens sur des prisonnières, a également été capturée. Elle avait 52 ans au moment de son arrestation. Le 3 mai 1945, 5 jours après la capitulation allemande, les forces britanniques ont capturé Dorothea Binz à Hambourg. Ils l'ont trouvée tentant de se cacher parmi la population civile. Malgré ses seulement 25 ans, sa réputation la précédait déjà, basée sur des témoignages initiaux de survivants. Elle a été transférée au camp de Recklinghausen, auparavant un sous-camp de Buchenwald, où elle a été détenue avec d'autres membres du personnel de Ravensbrück. Le 10 août 1945, les autorités américaines ont capturé Maria Mandl. Les interrogatoires ont révélé qu'elle était très intelligente et totalement dévouée à son travail dans les camps. Elle n'a montré aucun remords pour ses actions. Les interrogateurs américains l'ont trouvée articulée et sans aucun sens de culpabilité. Johanna Langfeld a été arrêtée par l'armée des États-Unis le 20 décembre 1945. Hertha Oberhäuser a également été capturée par les forces américaines. Les Alliés avaient établi des systèmes pour suivre systématiquement le personnel des camps de concentration. Ils ont distribué des listes de personnes recherchées basées sur des témoignages de survivants et des documents capturés. Ils ont établi des centres d'interrogatoire où ils classaient les capturés selon leur rôle et la gravité des crimes allégués. Cependant, des milliers de gardiennes ont réussi à échapper à la capture. Ils ont simplement disparu dans la population civile allemande, changé de nom, déménagé dans de nouvelles villes, trouvé un emploi anonyme.
La plupart des Allemands avaient peu d'intérêt à identifier d'anciennes gardiennes parmi eux. Le 17 septembre 1945, à peine 5 mois après la libération de Bergen-Belsen, a commencé l'un des premiers procès importants de crimes de guerre. Le procès de Belsen a été conduit par un tribunal militaire britannique au numéro 30 Lindenstrasse à Lüneburg, Allemagne. Il était présidé par le général de division Hugues Bernet-Ficklin, assisté par 5 officiers supplémentaires. Le processus a duré jusqu'au 17 novembre 1945. 45 accusés se sont assis sur le banc, chacun portant un numéro sur sa poitrine. Ils incluaient le commandant Joseph Kramer, surnommé la Bête de Belsen, le médecin SS Fritz Klein et 3 Offizierinnen, Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath et Guana Bormann. Tous ont plaidé non coupables. L'accusation était divisée en 2 chefs d'inculpation. Le premier chef couvrait les crimes commis à Bergen-Belsen. Le second chef couvrait les crimes commis à Auschwitz-Birkenau. 12 accusés, incluant Grese et Wolkenrath, faisaient dure face aux 2 chefs car ils avaient servi dans les 2 camps. Johanna Bormann ne faisait face qu'à l'inculpation d'Auschwitz. Comme Auschwitz était situé en territoire polonais, qui était maintenant une zone soviétique, les Britanniques ne pouvaient pas y tenir un procès directement. Mais Auschwitz était si notoire qu'ils décidèrent d'inclure des chefs d'inculpation en lien avec ce camp. Étant donné que de nombreux membres du personnel SS de Belsen avaient auparavant servi à Auschwitz, ils pouvaient poursuivre les crimes des 2 endroits sous un seul procès. Le parquet était dirigé par une équipe de 4 avocats militaires. Chaque prisonnier était représenté par un avocat de la défense. Irma Grese était défendue par le major L.S.W. Cronfield. Elisabeth Wolkenrath et Johanna Bormann avaient également des défenseurs assignés. Le procès a attiré une attention médiatique internationale considérable. Plus de 100 journalistes d'Allemagne et de l'étranger ont rapporté largement sur les procédures. Ils informaient le public non seulement sur les morts massives à Bergen-Belsen, mais aussi sur les gazages à Auschwitz-Birkenau. Pendant 54 jours, le tribunal a entendu des témoignages dévastateurs. Des survivants de Ravensbrück, Auschwitz et Bergen-Belsen ont témoigné sur des brutalités spécifiques. Ils ont identifié Grese comme extrêmement cruelle. Ils ont témoigné qu'elle sélectionnait des prisonnières pour les chambres à gaz, qu'elle fouettait des femmes jusqu'à ce qu'elles s'effondrent, qu'elle lâchait des chiens sur des prisonnières épuisées. Plusieurs survivants ont affirmé que Grese tuait environ 30 prisonniers par jour pendant son séjour à Auschwitz. Une survivante a témoigné sur un jour de juin 1944, lorsque 315 femmes sélectionnées ont été poussées dans les bains. Elles avaient déjà été frappées à coups de pied et de fouet dans le hall. Puis Grese a ordonné aux gardes SS de clouer la porte pendant que les femmes étaient tuées par des moyens non spécifiés à l'intérieur. Elisabeth Wolkenrath a été identifiée comme la gardienne en chef la plus détestée dans les camps où elle a servi. Les survivants ont témoigné qu'elle participait à des sélections pour les chambres à gaz, supervisait des passages à tabac massifs, signait des ordres d'exécution. Des témoins ont décrit son rôle à Auschwitz où elle a atteint le grade d'Oberoffizierin en novembre 1944, lui donnant le contrôle de toutes les sections féminines. À Bergen-Belsen, elle a continué en tant qu'Oberoffizierin jusqu'à la libération, supervisant le camp alors que les conditions se détérioraient de manière catastrophique. Johanna Bormann était connue pour lâcher ses chiens loups sur les prisonnières. Des survivants ont témoigné qu'elle prenait un plaisir sadique à voir ses chiens attaquer des femmes sans défense, les déchirant. La défense a tenté de faire valoir que les accusés se contentaient de suivre les ordres, qu'elles n'avaient pas de réel pouvoir de décision, que les conditions étaient hors de leur contrôle. Les avocats de la défense ont souligné que refuser des ordres aurait entraîné une punition sévère. Ils ont argumenté que Grese était jeune et impressionnable, façonnée par le système nazi. Cependant, les procureurs ont présenté des preuves que les gardiennes exerçaient une discrétion considérable. Certaines gardiennes étaient rappelées par les survivants comme relativement humaines, partageant de la nourriture supplémentaire ou montrant de petites miséricordes. Cela démontrait que les accusés avaient activement choisi la cruauté. Le 17 novembre 1945, le tribunal a rendu des verdicts. 30 accusés ont été déclarés coupables d'au moins un chef d'accusation. 14 ont été acquittés. Le lendemain, 18 novembre, les sentences ont été lues. 11 accusés, dont 8 hommes et 3 femmes,
ont été condamnées à mort par pendaison. Les 3 femmes étaient Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath et Guana Bormann. 19 accusés ont reçu des peines de prison allant de la réclusion à perpétuité à 1 an. La réaction publique a été mitigée. Les audiences britanniques étaient majoritairement satisfaites. Un journal britannique, Manchester Guardian, a titré « Kramer et Grese parmi les coupables de Belsen. Comment ils ont écouté leur verdict ?» Les Allemands ont généralement trouvé le résultat plus modéré que prévu. Les 14 acquittements avaient été une surprise pour une population qui supposait que tous les accusés seraient automatiquement condamnés. 9 des 11 condamnés ont fait appel à l'officier convoquant, le maréchal Bernard Montgomery, qui a rejeté leurs appels à la clémence. Elisabeth Wolkenrath et Guana Bormann ont décidé de ne pas faire appel. Le 7 décembre, les appels ont été rejetés et Montgomery a signé les ordres d'exécution. Les condamnés ont été transférés à la prison de Hamelin le 8 décembre pour attendre l'exécution. Ils ont été logés dans une rangée de petites cellules le long d'un corridor avec la chambre d'exécution à la fin. Les 11 de Belsen ont été rejoints par 2 autres hommes, Georg Otto Sandrock et Ludwig Schweinberger, condamnés pour avoir assassiné l'officier pilote Gerald Hood, un prisonnier de guerre britannique, à Almelo, aux Pays-Bas, le 21 mars 1945. Les exécutions étaient prévues pour le jeudi 13 décembre 1945. Albert Pierrepoint, le bourreau en chef de Grande-Bretagne, a été spécialement transféré depuis l'Angleterre pour réaliser les exécutions. Les ingénieurs royaux de l'armée britannique ont construit une potence dans la prison. Les femmes seraient pendues individuellement, les hommes par paire pour accélérer le processus. Le 12 décembre, tous les condamnés ont été pesés et mesurés pour que Pierrepoint puisse calculer la bonne longueur de chute pour chacun en fonction de leur poids corporel. Cela assurait que la chute brisa le cou immédiatement, causant une mort instantanée plutôt qu'un étranglement prolongé. Pierrepoint était méticuleux dans ses calculs. Il avait perfectionné la méthode de la longue chute au cours de nombreuses années d'expérience. L'après-midi du 12 décembre, Irma Grese a souri à Pierrepoint lorsqu'il lui a demandé son âge. Elisabeth Wolkenrath se montrait ferme, mais semblait nerveuse. Guana Bormann boitait le long du corridor en ayant l'air vieille et épuisée. Les 3 femmes ont passé leur dernière nuit ensemble. Selon les rapports, elles riaient et chantaient des chansons nazies. Grese chantait des hymnes des SS dans sa cellule. Elle ne montrait aucun remords. Le 13 décembre 1945, les exécutions ont commencé ponctuellement. La première à être amenée à la chambre d'exécution était Elisabeth Wolkenrath. Pierrepoint a enregistré que l'ordre a été donné. Amener Elisabeth Wolkenrath. Elle marcha fermement vers la potence. Pierrepoint plaça la cagoule sur sa tête, ajusta la corde autour de son cou, avec le nœud correctement positionné sous sa mâchoire gauche, et ouvrit la trappe. Elle est morte instantanément à 9h34 du matin. Elle avait 26 ans. Irma Grese a été exécutée 30 minutes plus tard. Pierrepoint a écrit dans son autobiographie ce qui s'est passé. Le sergent-major O'Neill a ordonné « Amenez Irma Grese ». Elle est sortie de sa cellule et a marché vers nous en riant. Selon Pierrepoint, elle ressemblait à une fille aussi jolie qu'on puisse désirer rencontrer. Cependant, lorsqu'il a essayé de placer la cagoule sombre sur sa tête, Grese a résisté violemment. Pierrepoint a dû la gifler à plusieurs reprises jusqu'à pouvoir la maîtriser et placer la cagoule. Ses derniers mots en pleurant ont été « Schnell », rapide en allemand. Pierrepoint plaça la corde autour de son cou. Cependant, selon certains récits, il ne l'a pas placée correctement. Les preuves suggèrent que Grese est morte par strangulation lente au lieu de la rupture instantanée du cou. Sa mort fut lente, agonisante et douloureuse. Elle a été exécutée à 10h03 du matin. Elle avait 22 ans, la femme la plus jeune exécutée sous juridiction britannique au XXe siècle. Son corps a ensuite été mutilé et incinéré, et ses cendres jetées dans un fleuve d'égout. Guana Bormann fut la 3e femme exécutée. Elle marchait avec difficulté lorsqu'elle fut menée à la potence à 10h38 du matin. Après les 3 femmes, les hommes condamnés furent exécutés par paire toutes les 30 minutes. Joseph Kramer et son adjoint Franz Hössler furent pendus ensemble. Suivirent le médecin Fritz Klein et d'autres fonctionnaires SS. Les 13 exécutions furent achevées avant midi.
Les corps furent enterrés dans la prison de Hamelin dans des fosses non marquées. Le procès de Belsen avait été le premier de nombreux autres qui allaient poursuivre le personnel des camps de concentration. Il avait établi des précédents importants sur la manière dont ces procès seraient menés. Il avait démontré que même sous autorité militaire, les Britanniques appliqueraient des normes judiciaires relatives au due process, permettant des défenses et des acquittements lorsque les preuves étaient insuffisantes. Cependant, pour les 3 gardiennes exécutées, la justice avait été rapide et définitive. Leurs crimes avaient été si étendus, si bien documentés par de multiples témoins, si clairement démontrés par des preuves matérielles, que leur condamnation était inévitable. L'exécution de ces jeunes femmes, particulièrement Grayes à 22 ans, choqua certains observateurs qui trouvaient difficile de concilier leur apparence ordinaire avec l'ampleur de leurs crimes. Les médias les surnommèrent la Belle Bête et l'Ange blond de Belsen, des noms qui soulignaient la prétendue contradiction entre leur féminité et leur brutalité. Cependant, pour les survivants qui témoignèrent contre elles, il n'y avait pas de contradiction. Elles étaient des perpétrateurs qui avaient choisi activement la cruauté, jour après jour, pendant des mois ou des années. Alors que le monde concentrait son attention sur le tribunal militaire international de Nuremberg, qui a commencé en novembre 1945, les Britanniques continuaient à poursuivre le personnel des camps de concentration dans leur zone d'occupation. Entre 1946 et 1948, ils ont mené 7 procès spécifiquement contre le personnel de Ravensbrück à Hambourg. Ces procès, collectivement connus sous le nom de procès de Ravensbrück de Hambourg, ont poursuivi au total 38 accusés, dont 21 femmes. Le premier procès de Ravensbrück a débuté le 5 décembre 1946 à Curio House, Hambourg. 16 anciens membres du personnel de Ravensbrück ont été jugés devant un tribunal militaire interallié présidé par le général britannique Westropp. Le procès a continué jusqu'au 3 février 1947. Les accusations portaient sur des crimes de guerre et des crimes contre des citoyens de nations alliées commis à Ravensbrück. Les accusées féminines comprenaient Dorothea Binz, qui avait atteint le rang de Stellvertretende Oberofficerin. Il y avait aussi Greta Bösel, qui avait travaillé comme Arbeitseinsatzführerin, responsable de tous les détachements de travail, et Elisabeth Marschall, l'Oberschwester ou infirmière en chef. Carmen Maria Mori, une prisonnière suisse qui avait travaillé comme capot espionnant pour les SS, était également accusée. Pendant 2 mois, le tribunal a entendu des témoignages dévastateurs. Des survivantes de Ravensbrück ont identifié Binz comme l'une des gardiennes les plus redoutées et brutales. Elles ont témoigné qu'elle frappait, giflait, donnait des coups de pied, tirait, fouettait et piétinait les prisonnières en continu. Elles ont décrit comment elle portait un fouet à la main avec la laisse de son berger allemand. Elles ont témoigné qu'à tout moment, elle pouvait donner des coups de pied à une femme jusqu'à la tuer ou la sélectionner pour l'exécution. Les témoignages ont détaillé comment Binz formait d'autres gardiennes aux méthodes de brutalité, formant certaines des gardes les plus cruelles du système. Des survivantes ont également témoigné des conditions dans le bloc de punition où Binz supervisait les tortures. Le 3 février 1947, le tribunal prononça son verdict. Tous les accusés furent déclarés coupables, sauf un qui mourut pendant le procès. 11 furent condamnés à mort par pendaison. Parmi les condamnés à mort se trouvaient Dorothea Binz, Greta Bösel, Elisabeth Marschall et Johann Schwarzhuber, un officier SS masculin. Carmen Maria Mori fut également condamnée à mort. Les condamnés furent transférés à la prison de Hamelin pour attendre l'exécution. Quelques heures après que sa condamnation à mort fut confirmée en avril 1947, Dorothea Binz tenta de se suicider en se coupant les poignets avec un objet tranchant qu'elle avait obtenu. Les officiers de la prison intervenèrent avant qu'elle ne puisse se vider de son sang. Ils la maintinrent sous surveillance constante les semaines restantes jusqu'à son exécution. Carmen Maria Mori réussit à se suicider le 9 avril 1947, avant qu'elle ne puisse être exécutée. Les exécutions des condamnés restants de Ravensbrück eurent lieu le 2 et 3 mai 1947. Albert Pierrepoint fut à nouveau le bourreau. Le 2 mai 1947, Pierrepoint pendit les 3 femmes restantes individuellement. Dorothea Binz fut exécutée à 9h01 du matin. Selon Pierrepoint,
alors qu'elle avait déjà la cagoule sur la tête et la corde ajustée autour du cou, Binns lui adressa ces dernières paroles en anglais. « J'espère que vous ne pensez pas que nous sommes tous des gens malfaisants. » Puis la trappe s'ouvrit et elle mourut instantanément. Elle avait 27 ans. Elizabeth Marshall, de presque 61 ans, fut pendue à 9h31 du matin. Greta Bösel, de 39 ans, fut exécutée à 9h55 du matin. Le jour suivant, 3 mai 1947, Pierre Point exécuta les hommes condamnés, y compris Johann Schwarzhuber. Le deuxième procès de Ravensbrück a duré du 5 au 27 novembre 1947. Il a jugé un seul accusé, Friedrich Opitz, âgé de 49 ans, chef d'une usine textile dans le camp qui y avait travaillé depuis juin 1940 jusqu'à avril 1945. Il s'était auparavant évadé de prison avec Fritz Suren et Hans Pflaum, mais avait été repris. Pendant le procès, il a été condamné pour avoir frappé des femmes avec des matraques, des ceintures et des poings, les avoir affamées pour ne pas avoir atteint des quotas, les avoir maintenues à l'air libre lors de très longs appels et les avoir envoyées dans les chambres à gaz. Il a également battu à mort au moins une détenue tchèque. Il encourageait ses gardes à faire de même. Opitz a été condamné à la peine de mort exécutée le 26 janvier 1948. Le troisième procès, connu sous le nom de procès d'Uckermark, a eu lieu du 14 au 26 avril 1948. 5 fonctionnaires féminines du camp satellite d'Uckermark ont été accusées de mauvais traitements et de participation au meurtre de femmes de nationalités alliées. 2 accusés, Brasch et Toberens, ont été acquittés car elles avaient travaillé à Uckermark seulement lorsqu'il s'agissait encore d'un camp pour jeunes, et il n'y avait pas de femmes alliées à ce moment-là. Le camp était exclusivement pour les jeunes filles allemandes, dont le sort ou le traitement était en dehors du mandat du tribunal. Le 4e procès a eu lieu de mai au 8 juin 1948. Les accusés étaient tous des membres du personnel médical du camp de Ravensbrück, y compris une détenue qui avait travaillé comme infirmière. Les charges se concentraient à nouveau sur les mauvais traitements, la torture et l'envoi dans les chambres à gaz de femmes de nationalités alliées. Le 5e procès a duré du 16 au 29 juin 1948. 3 membres SS ont été accusés de tuer des détenus alliés. Les verdicts ont été annoncés le 15 juillet 1948. Le 6e procès a duré du 1er au 26 juillet 1948. 2 accusés ont été jugés pour avoir maltraité des détenus alliés. Enfin, le 7e procès a jugé 6 Offizierinnen du 2 au 21 juillet 1948. Au total, sur les 38 accusés dans les 7 procès de Hambourg, 20 ont reçu des peines de mort. 1 est mort pendant le procès, Carmen Maria Mori s'est suicidée avant l'exécution, et 17 ont été effectivement exécutés. D'autres ont reçu des peines de prison. Un accusé a été gracié. Les procès britanniques de Ravensbrück ont représenté l'un des efforts les plus systématiques pour poursuivre le personnel féminin des camps de concentration. Cependant, même ainsi, seule une petite fraction a fait face à la justice. Sur les environ 3500 femmes qui ont servi comme Offizierinnen dans le système concentrationnaire nazi, seulement 77 ont été traduites en justice en tout, et très peu ont été réellement condamnées. Les tribunaux militaires soviétiques dans la zone soviétique ont également jugé des gardiennes de Ravensbrück dans plusieurs procès différents au cours de 1948. La majorité a reçu des peines de prison. Cependant, beaucoup ont été graciés ou libérés prématurément au milieu des années 50. D'autres pays ont également poursuivi des gardiennes. Un tribunal polonais a trouvé coupable en 1947 l'ancienne gardienne de Ravensbrück, Maria Mandel, et l'a condamnée à mort, bien que Mandel ait principalement travaillé à Auschwitz après son temps à Ravensbrück. Les tribunaux d'Allemagne de l'Est ont continué à poursuivre le personnel de Ravensbrück pendant les décennies de 1950 et 1960. Le dernier procès de Ravensbrück a eu lieu de 1965 à 1966. Des gardiennes ont été condamnées à des peines de prison lors de ces procès ultérieurs, mais les peines ont rarement été entièrement exécutées.
Alors que les procès de Ravensbrück se déroulaient à Hambourg, d'autres gardiennes faisaient face à la justice dans différentes juridictions. Maria Mandel, après avoir été capturée par les forces américaines le 10 août 1945, a été remise à la République de Pologne en novembre 1946. Les autorités polonaises l'ont transférée à la prison de Montelupice à Cracovie, le même bâtiment que la Gestapo avait utilisé comme centre d'interrogatoire pendant l'occupation. Le procès d'Auschwitz a commencé le 24 novembre 1947 à Cracovie, devant le Tribunal national suprême de Pologne. 41 anciens membres du personnel SS ont été accusés, 36 hommes et 5 femmes. Maria Mandel, qui avait servi comme SS Lagerführerin du camp de femmes à Auschwitz-Birkenau d'octobre 1942 jusqu'en novembre 1944, était l'une des principales accusées. Le procès s'est prolongé jusqu'au 22 décembre 1947. Les procureurs ont présenté des témoignages étendus de survivants. Ils détaillaient la participation personnelle de Mandel aux sélections pour les chambres à gaz, les passages à tabac systématiques, les exécutions arbitraires et l'organisation du travail forcé qui a entraîné des milliers de morts. Les documents capturés montraient sa signature sur des listes de transport consignant des prisonnières envoyées à la mort. Sur la base du nombre de listes qu'elle a signées, les procureurs ont estimé qu'elle avait été complice des morts d'environ 500 000 prisonnières pendant son temps à Birkenau. Des survivants ont témoigné des contradictions grotesques dans sa personnalité. Elle aimait la musique classique et avait créé l'orchestre féminin d'Auschwitz. Elle prenait les enfants dans ses bras, leur chantait, puis les envoyait aux chambres à gaz. Une survivante a témoigné « L'accusé Mandel s'est approché de moi, m'a arraché mon enfant et a jeté l'enfant sur un wagon encore vide, de sorte que l'enfant s'est blessé au visage. Lorsque j'ai essayé de saisir l'enfant, Mandel a commencé à me battre si cruellement que je suis tombé. Mandel a continué à me frapper alors que j'étais allongé par terre et elle m'a presque arraché toutes les dents avec sa chaussure. Le tribunal a condamné à mort 23 accusés, y compris Mandel. 17 ont reçu des peines de prison. Un seul a été acquitté, le sergent-major Hans Munch, qui avait refusé de participer aux sélections et avait fait des demandes confirmées bien que inutiles de plus de nourriture pour les détenus. Maria Mandel a été emprisonnée à Montelupice en attendant son exécution. Elle a été placée dans une cellule aux côtés de Thérèse Brandl, une autre gardienne condamnée, et Stanisława Rachwałowa. Rachwałowa était une survivante polonaise d'Auschwitz qui avait été prisonnière sous l'administration de Mandel. Après la guerre, les autorités communistes polonaises l'ont arrêtée en tant qu'activiste anticommuniste et elle était maintenant emprisonnée dans la même prison. Rachwałowa maîtrisait l'allemand et servait d'interprète pour les gardiens. Elle a déclaré que la dernière fois qu'elle a vu les 2 criminels de guerre allemandes, après qu'elles aient été condamnées à mort et peu avant leurs exécutions, toutes 2 lui ont demandé pardon. Mandel a écrit un appel de clémence au président polonais Bolesław Bierut en prétendant son innocence. Ses avocats ont également tenté d'obtenir une grâce, mais cela a été refusé. Dans les jours précédant son exécution, Mandel a passé son temps à prier et à s'enseigner le polonais. Le 24 janvier 1948, à 7h32 du matin, les condamnés à mort du procès d'Auschwitz ont été pendus dans la prison de Montelupice. Des 21 exécutés ce jour-là, Maria Mandel a été la première à marcher vers la potence. Selon des rapports, elle a résisté contre les gardiens qui l'ont escortée. Selon certaines sources, ses dernières paroles prononcées en polonais furent « Polska żyje », la Pologne vit. Elle avait 36 ans. Thérèse Brandl a été exécutée immédiatement après elle. Les exécutions ont continué à intervalles réguliers durant la matinée. Arthur Liebehenschel, Hans Hohmeier, Maximilian Grabner et Karl Möckel ont été exécutés avant Mandel. Les autres ont suivi ensuite. Entre décembre 1946 et août 1947, un autre procès crucial a eu lieu, le procès des médecins de Nuremberg. 23 médecins et scientifiques allemands ont été accusés d'avoir réalisé des expériences médicales viles et potentiellement mortelles sur des détenus des camps de concentration entre 1933 et 1945. Hertha Oberhäuser était la seule femme accusée dans ce procès. Les procureurs ont présenté des preuves exhaustives de sa participation à des expériences à Ravensbrück.
Ils ont témoigné qu'elle avait participé à des expérimentations sur les sulfamides où elle infectait délibérément les plaies de prisonnières polonaises avec des bactéries, de la terre, du verre et du bois. Elle avait réalisé des expériences de régénération osseuse, musculaire et nerveuse. Elle avait injecté de l'huile et de l'évipan, un barbiturique connu sous le nom d'exobarbital, à des enfants pour ensuite leur enlever membres et organes vitaux. Le temps entre l'injection et la mort était de 3 à 5 minutes, les victimes restant conscientes jusqu'au dernier moment. Oberhäuser avait supervisé les soins post-opératoires des cobayes de Ravensbrück, les 74 prisonnières polonaises soumises à des interventions chirurgicales expérimentales. Ces soins consistaient fréquemment à prolonger la souffrance. Elle refusait délibérément de donner de la morphine à des patientes qui criaient de douleur. 5 des 74 femmes sont mortes directement à cause des expériences. 6 autres ont été exécutées par la suite. Les survivants, dont Maria Kuzmierczuk et Jadwiga Dzido, ont témoigné contre Oberhäuser à Nuremberg. Dzido a même montré au tribunal les cicatrices permanentes sur sa jambe. Le 20 août 1947, Oberhäuser a entendu sa sentence. 20 ans de prison avec responsabilité spéciale et participation aux crimes médicaux à Ravensbrück. Cependant, Oberhäuser n'a purgé que 5 ans de sa peine. Elle a été libérée en avril 1952. Elle est retournée en Allemagne et a commencé à exercer comme médecin de famille à Stocksee. Pendant des années, elle a dirigé un cabinet médical prospère. Son permis d'exercer la médecine n'a été révoqué qu'en 1958, après qu'une publicité massive de l'étranger et de magazines critiques allemands comme Der Spiegel en 1960 ait gêné les fonctionnaires pour qu'ils agissent. Une fois que les informations sur ses activités en temps de guerre ont commencé à circuler au sein de la communauté médicale internationale, la pression a augmenté. Pendant une période considérable, elle a été soutenue par un établissement médical d'Allemagne de l'Ouest qui cachait de nombreux squelettes dans son placard professionnel. Finalement, la publicité massive l'a obligée à se retirer. Depuis 1960, on n'entendit plus parler de Hertha Oberhäuser jusqu'à sa mort le 24 janvier 1978 à Linz am Rhein. Elle avait 66 ans. Johanna Langfeld, qui avait été arrêtée le 20 décembre 1945 par l'armée des États-Unis, a été extradée vers la Pologne en septembre 1946. Les autorités polonaises préparaient un procès à Cracovie contre le personnel d'Auschwitz et Ravensbrück. Langefeld a été emprisonné à la prison de Montelupich en attente de procès. Cependant, son histoire allait prendre un tournant extraordinaire. Le 23 décembre 1946, Johanna Langefeld s'est évadée de la prison de Montelupich. Cette évasion n'était pas le fruit de sa propre ingéniosité. Elle a été organisée et exécutée par un groupe de survivantes polonaises de Ravensbrück. Ces femmes, anciennes prisonnières qui avaient été sous l'autorité de Langfeld, lui ont fourni des vêtements civils et ont falsifié des documents de libération. Elles l'ont sorti de la prison et l'ont ensuite caché des autorités polonaises. La chef du groupe qui a aidé Langfeld était une femme juive, dont les proches avaient été assassinés par les nazis dans des camps d'extermination. Cette action extraordinaire de pardon reflétait les relations personnelles compliquées qui pouvaient se développer même dans des contextes de brutalité extrême. Les femmes qui l'ont aidée ont expliqué que Langfeld, bien qu'elle fût une nationale-socialiste convaincue et antisémite, n'avait jamais été sadique comme d'autres gardiennes. Elle ne prenait pas de plaisir personnel dans la souffrance. Occasionnellement, elle avait utilisé sa position pour sauver des vies individuelles ou atténuer des punitions. Margaret Buber-Neumann, une prisonnière communiste allemande qui est devenue assistante de Langfeld à Ravensbrück, a rappelé que Langfeld a finalement été destituée pour une excessive sympathie envers les prisonnières polonaises. Des témoignages lors de procès confirmaient qu'elle n'était pas sadique, bien qu'elle fût une nationale-socialiste et antisémite profondément convaincue. Elle avait ordonné des punitions dures, effectué des sélections à Ravensbrück durant la campagne de meurtre connue sous le nom de 14 F-13 et supervisé des déportations depuis Auschwitz. Cependant, sa réputation parmi certaines prisonnières était suffisamment positive pour qu'elles risquent leur propre vie en l'aidant. Pendant 10 ans, Langfeld s'est cachée en Pologne. Elle a travaillé dans un couvent et ensuite dans une maison privée.
L'histoire a été gardée secrète parce que sa divulgation signifiait un châtiment certain pour l'ancienne gardienne allemande comme pour les aides polonaises. Aux alentours de 1957, les mêmes femmes qui l'avaient aidée à s'échapper l'ont fait sortir illégalement de retour en Allemagne. Elle a emménagé avec sa sœur à Munich, vivant sous une fausse identité. Les autorités d'Allemagne de l'Ouest n'ont initialement pas poursuivi le cas de Langfeld avec agressivité. Les procès à Francfort, entre 1963 et 1965, ont démontré un engagement inégal à extrader ou à rejuger le personnel féminin des camps. Une tentative en 1972 de présenter des charges contre Langfeld a échoué. Les obstacles cités incluaient des défis en matière de preuves dérivant de son évasion polonaise, la dispersion des témoins et le manque de volonté politique. Langfeld est morte le 26 janvier 1974 à Augsbourg, à l'âge de 73 ans, sans être jugée. Son cas a marqué l'une des évasions les plus notoires, facilitée par des témoignages de victimes et l'inertie légale de l'après-guerre. Des milliers d'Offizierinnen n'ont jamais été traduites en justice. Sur les environ 3500 femmes qui ont servi comme gardiennes, seulement 77 ont été poursuivies. Parmi elles, très peu ont été réellement condamnées. La plupart ont disparu dans la population civile allemande, ont changé de nom, ont déménagé dans de nouvelles villes, ont trouvé un emploi anonyme et ont mené des vies ordinaires. Leurs voisins, employeurs et familles ignoraient fréquemment leur passé. Hertha Botte était l'une des rares ex-Offizierinnen à avoir parlé publiquement des décennies plus tard. Elle avait travaillé à Ravensbrück, Stutthof, Auschwitz et Bergen-Belsen. Elle a été libérée tôt, au milieu des années 50, de sa peine de 10 ans. Dans une interview de 1999, lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait, elle a répondu « Ai-je commis une erreur ? Non. L'erreur était que c'était un camp de concentration, mais je devais y aller. Sinon, on m'aurait moi-même mise dedans. » Cette explication, donnée par beaucoup d'ex-Offizierinnen, était improbable. Les registres montrent que les femmes pouvaient refuser des affectations sans conséquences graves. Certaines gardiennes ont simplement quitté Ravensbrück parce qu'elles étaient mécontentes. Le récit de la contrainte était une construction d'après-guerre conçue pour échapper à la responsabilité. Dans les procédures de dénazification, entre 1947 et 1949, presque la moitié ont été interrompues. Dans 16 cas avec condamnation, les peines allaient de 120 jours à 2 ans et demi. Les juges ont déclaré que comme les accusés avaient été internés par les Alliés pendant des années, leur peine avait déjà été purgée. Le manque d'intérêt pour poursuivre les gardiennes reflétait des attitudes de genre. Beaucoup supposaient que les femmes avaient été des participantes périphériques, obligées de travailler contre leur gré, suivant des ordres sans libre arbitre. Cette narrative ignorait les preuves que beaucoup de gardiennes avaient été volontaires et exerçaient une discrétion considérable. Des rapports mentionnaient des gardiennes humaines comme Krüger, qui partageaient de la nourriture supplémentaire, démontrant qu'il y avait un choix. La disparité entre 3500 Offizierinnen et moins de 100 qui ont fait face à des responsabilités souligne la dénazification incomplète. Seul un tribunal allemand a réalisé un cas lié à Bergen-Belsen qui s'est terminé par une absolution. Il n'y a pas eu d'autres procès en Allemagne de l'Est ou en Allemagne de l'Ouest. Les enquêtes à Lüneburg ont été arrêtées. L'établissement médical de l'Allemagne de l'Ouest a protégé certains membres. Hertha Oberhäuser a pratiqué la médecine pendant 6 ans, après sa libération, avant que la pression internationale ne force la révocation de sa licence. Erika Janssen, qui a travaillé à Ravensbrück depuis 1938, a exercé sa propre pratique sans être poursuivie. Gerda Weyand a également échappé au jugement. La mémoire est principalement conservée à travers les témoignages des survivants, les archives des procès et les sites commémoratifs. Le mémorial de Ravensbrück, établi en 1959, documente les crimes par des expositions. Cependant, pendant des décennies, le récit dominant mettait l'accent sur les hommes comme auteurs de crimes et les femmes comme victimes. Les femmes nazies étaient vues comme des aberrations. Les surnoms reflétaient l'incrédulité, la belle bête, l'ange blond de Belsen, la hyène d'Auschwitz. Ces noms soulignaient la supposée contradiction entre genre et action. L'enquête ultérieure a révélé que les gardiennes n'étaient pas des aberrations, mais des produits du même système.
Elles ont grandi avec la propagande nazie. Beaucoup avaient été membres du Bund Deutscher Mädel. Elles ont reçu une formation idéologique avec des films de propagande. Elles se sont habituées à voir les prisonnières comme des sous-humaines. Une prisonnière a noté qu'il a fallu seulement 4 jours pour transformer une nouvelle gardienne. La violence féminine différait en forme, mais pas en létalité. Les hommes opéraient les chambres à gaz et réalisaient des exécutions massives. Les gardiennes tuaient indirectement par des passages à tabac mortels, la famine délibérée, le travail forcé jusqu'à l'épuisement, la négligence médicale calculée et les sélections. Leur méthode était plus intime. Contact physique direct, humiliation face à face, cruauté soutenue pendant des mois. Cette violence n'était pas moins létale. Les estimations suggèrent qu'elles ont contribué à la mort d'au moins 30 000 prisonnières à Ravensbrück, sans compter les victimes dans d'autres camps. Les procès ont exposé des crimes, mais ont révélé des complexités. Binz et Grez n'ont jamais montré de remords, chantant des chansons nazies avant leurs exécutions. Mandel a cherché le pardon dans ses derniers moments. Langefeld a généré suffisamment de loyauté pour que des prisonnières risquent leur vie pour l'aider. Ces variations suggèrent qu'il existait des degrés de complicité, des niveaux de cruauté et des possibilités de choix moral. Cependant, la majorité a évité la responsabilité. Ils ont vécu des vies tranquilles, tandis que leur communauté ignorait qu'ils avaient frappé des prisonnières jusqu'à les tuer ou sélectionné des femmes pour les chambres à gaz. Le silence est devenu complicité. Le sort des gardiennes a énormément varié. Pour celles exécutées entre 1945 et 1948, la justice a été rapide. Pour Oberhäuser, libérée après 5 ans, elle a été inadéquate. Pour Langefeld et des milliers jamais jugés, il n'y a pas eu de justice. Cette disparité a reflété des réalités chaotiques, limitation de ressources, complexité de suivre des milliers d'individus, attitude de genre et manque de volonté politique. Le système nazi avait impliqué tant de criminels à tant de niveaux qu'il était impossible de juger tout le monde. Les Alliés se sont concentrés sur les plus notoires. Le reste a disparu dans l'anonymat. 70 ans plus tard, presque toutes les gardiennes sont mortes. Les dernières survivantes meurent aussi. La mémoire directe disparaît. Il reste des archives, des témoignages, des lieux commémoratifs et l'obligation de se souvenir. L'histoire des gardiennes ne concerne pas seulement des femmes individuelles qui ont commis des atrocités. Elle concerne la façon dont des sociétés entières deviennent complices du mal. Elle concerne comment des idéologies déshumanisantes transforment des personnes ordinaires en criminels de l'horreur. Elle concerne les limites de la justice légale pour traiter des crimes d'une telle ampleur et la nécessité continue de vigilance contre les idéologies qui classifient les êtres humains comme plus ou moins humains. C'est un rappel que la participation au génocide n'est pas limitée par le genre et que comprendre cette participation nécessite d'examiner les structures qui ont permis et encouragé la violence.